Hello. Hola. Hello. Ciao. Joyeuse escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allô la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022. De la web radio Allô la planète. Auteur. Interview. Réalisateur. Interview. Bonjour, eh bien, je suis Marc Brunet, j'ai 67 ans et j'ai été toute ma vie, depuis mon enfance, impliqué dans la musique, dans la gospel music. C'était ma passion, c'est devenu mon activité professionnelle. Et puis après, j'ai fait un peu de sport, de course à pied, trail, et le vélo est venu un peu plus tard. C'est cette activité physique qui t'a emmené vers le voyage, la découverte du vélo qui t'a emmené vers le voyage, ou c'est le voyage qui t'a fait découvrir le vélo ? Non, le vélo, je l'ai pratiqué un peu comme tout le monde. J'allais au lycée souvent à vélo. Après, oui, il y a eu quand même un événement qui m'a fait bifurquer dans ma relation avec le vélo. C'est qu'à l'âge de, je sais plus, peut-être vers 40 ans, on m'a offert un VTT bas de gamme supermarché. C'était à l'époque les premiers VTT. Et je faisais pas de VTT, ça m'a intrigué, je me suis dit tiens, et j'ai vraiment pris goût et j'ai fait vraiment du VTT tout de suite. Bon, j'ai bifurqué vers des modèles plus sérieux avec suspension et tout, donc j'ai fait une période, j'ai fait pas mal de VTT dans la mesure où mon emploi du temps me le permettait. Donc ça a été ma relation avec le vélo, mais pas de vélo de route. Et puis après, bon, j'ai fait beaucoup plus de courses à pied. Et l'étape suivante, ça a été quand je suis venu au vélo couché, c'était en 2009, où j'avais un rêve de voyage à vélo, mais je voulais pas partir sur un vélo normal, entre guillemets. Pourquoi ? Il y avait une raison précise ? J'aime bien les choses différentes, j'aime bien aussi rouler différemment, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 7 vélos spéciaux. Et donc j'ai découvert le vélo couché, je l'ai testé en un quart d'heure, 20 minutes, ça m'a conquis. Et depuis, donc, je ne fais que du vélo couché, et ce rêve de voyage s'est concrétisé un an après. Il était pour où ce voyage ? Au départ, je ne savais pas où aller. C'était juste l'idée de partir en fait. Voilà, c'était simplement le rêve de partir en voyage à vélo. Et j'avais aucune expérience. Mais la planète est vaste, partir où ? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Pas trop au nord parce que le froid, j'aime pas trop. Et puis finalement, un jour, j'ai eu une conviction, une révélation de partir en Arménie. J'habite à Valence. C'est vrai que le contexte local nous fait souvent penser à l'Arménie, puisque Valence, c'est la première ville arménienne de France en nombre de personnes. Après le génocide, des personnes qui sont arrivées après le génocide arménien, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Et notre gendre, d'ailleurs, est arménien, d'une famille rescapée du génocide. Mais c'est pas ça qui directement m'a influencé. Après, ça a bien sûr aidé pour la mise en place du voyage. Et j'ai eu vraiment la conviction qu'il fallait que je parte en Arménie. Donc à partir de ce moment-là, le voyage s'est mis en place. J'ai tout mis en branle pour étudier le parcours, le matériel, parce que j'étais novice. Je connaissais rien au voyage à vélo. Et ma seule expérience, donc ça a été une semaine avant ce départ pour un voyage de 6000 km, ça a été de partir 2 jours en Ardèche pour tester l'équipement. Et une semaine après, c'était parti. Et ces 2 jours ont été probants ? Ah oui, tout à fait. J'aime bien les défis. C'est pour ça que j'ai testé plusieurs vélos spéciaux. Et donc là, oui, les 2 jours ont été concluants, sans problème. Et alors effectivement, ces vélos spéciaux que tu exposes là pendant le festival Joyeuse Escale, c'est des vélos que tu aménages toi, comment ça fonctionne ? Ah non, moi je suis pas du tout compétent au niveau mécanique, D'accord. Technique, c'est pas du tout ma fibre. Je m'y suis un peu mis un minimum par obligation. Dans les voyages, quand on est seul, il faut savoir se dépanner un peu. Et puis avec tous les vélos que j'ai, il faut
que je me dépanne un peu aussi. Mais sinon, la mécanique, c'est pas trop mon truc. Donc ces vélos, je les ai achetés tels quels. Et donc tout fait, c'est des gens qui les fabriquent. Et l'idée du Grand Bi, c'était venu comment? Parce que ça, c'est quand même assez, c'est pour le moins surprenant. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est pas courant, peu courant, surtout les modèles actuels, quoi. Les modèles de collection, on en trouve dans les musées ou autres, certains en ont. Mais ça, c'est un modèle récent puisqu'il a 1 an. Et alors, l'idée du Grand Bi est venue comment Ah oui, ça y est, je me souviens. C'était il y a 2-3 ans. J'avais mis en route un projet de festival de voyage à vélo sur Valence. C'était le 3e que j'organisais. Et je cherchais des films de voyageurs à vélo. Et je suis tombé sur un film d'un Anglais qui a fait le tour du monde en Grand Bi pendant 2 ans. Au Grand Bi, moi je connaissais, j'avais vu des images juste comme ça, mais sans plus. Je me suis dit, j'ai été vraiment interpellé. Je me suis dit, c'est étonnant, voyager avec un engin comme ça, comment il fait? Et puis je ne connaissais pas en détail la mécanique, comment ça fonctionnait. Et ça m'est déjà interpellé. Et après, comme j'avais commencé cette collection au départ, c'était pas prévu de faire une collection de vélos, mais c'est venu comme ça au fur et à mesure. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être le prochain vélo, un Grand Bi. Et je savais pas du tout où en trouver, si ça se fabriquait encore ou quoi. Et petit à petit, donc j'ai fait mon enquête et j'ai trouvé qu'en France, il n'y a pas de fabricant. Celui-là, il vient de Suède. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Grand Bi et je m'étais dit, bon, je vais l'essayer, l'utiliser un petit peu et on verra peut-être un jour partir en voyage. Et en fait, 2 mois après l'avoir eu, je partais en voyage avec le vélo. Tu es allé où avec le Grand Bi? Alors, en France, principalement, j'ai fait la Loire à vélo, la Méditerranée, un peu la Viarona et puis Paris-Anvers. Parce que tu as peur sur un voyage plus long d'une autonomie plus restreinte parce qu'on ne peut pas transporter trop de trucs, c'est ça le... Oui, moi, pour des voyages plus longs, moi c'est le vélo couché de toute façon. Là, c'est vrai qu'en Grand Bi, on est un peu limité. Encore que ça dépend comment on aménage, mais c'est plus compliqué à aménager. Et puis, j'ai pas envie de rouler avec un sac à dos en permanence non plus. Donc là, j'ai 2 sacoches. Le Grand Bi, c'était une anecdote dans ton parcours, en fait. Oui, non. Là, je vais le garder et l'utiliser. Je l'utilise régulièrement. De toute façon, quasiment tous mes vélos, à part le petit tricycle, je les utilise régulièrement, tous. Donc le Grand Bi, oui, je fais des balades de temps en temps autour de chez moi. Moi, je commence à être un peu connu. C'est vrai qu'on repère facilement ce vélo. Donc. Et le prochain voyage pour Israël, si j'ai bien compris, le chemin des Anges, le Shvil? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un projet qui est en route depuis bientôt 2 ans, mais voilà, c'est ça. Avec les périodes de confinement et tout ça, c'était un peu compliqué. Ça a été remis plusieurs fois. Je devais partir ce printemps. Finalement, pour différentes raisons, entre autres, parce que j'ai eu un accident de vélo fin décembre, donc j'étais pas encore complètement remis. J'ai décidé de reporter. Donc ça sera pour l'automne ou le printemps. Et là, ça sera à pied. Ouais. Donc c'est effectivement parcourir le Shvil, le sentier principal d'Israël qui fait 1200 km. En lien avec ces aventures en Grand Bi, puisque c'était dans la même démarche solidaire pour soutenir des écoles en Israël. Parce que quand même, la particularité, c'est qu'à chaque fois que tu mets en place un projet de voyage ou d'aventure, c'est en lien avec une action solidaire. Oui, tout à fait. Ça a été mon choix depuis le départ. Quand j'ai commencé ces aventures, j'avais 57 ans en 2011. Et je me suis dit, c'est sympa, tu vas relever, j'aime bien les défis, tu vas te faire plaisir, c'est sympa. Mais si ça pouvait être utile pour d'autres, ça serait bien aussi. Bon, c'est un choix personnel. Et je me suis dit, s'il y a d'autres aventures, je ne savais pas à l'époque que j'allais faire tout ça. La première, c'était court mais intense, c'était la Diagonale des Fous à La Réunion. Et là, je me suis dit, ça serait bien de mettre un projet humanitaire en parallèle. Donc, c'était pour parrainer une petite fille à Madagascar. Et puis après, donc chaque aventure, effectivement, il y a une démarche solidaire pour soutenir un projet. On profite de l'impact médiatique pour mettre l'accent sur un besoin particulier. Et dans la mesure du possible, je vais visiter l'endroit où on soutient le projet. C'est important pour toi de donner un sens à cette démarche de mise en mouvement du voyage ?
Oui, pour moi, enfin à titre personnel, hein, chacun après voyage avec des objectifs différents, mais pour moi à titre personnel, oui, ça, par rapport à ma vie, à ma démarche, je trouve important de prêter attention aux autres, à ceux qui ont moins que nous. Vivant en France, quand on va dans certains pays, en revenant, on se rend compte des privilèges qu'on a de vivre ici. Et puis dans l'aventure elle-même, ça me motive aussi. Il y a des moments où j'ai jamais eu l'envie d'abandonner dans une aventure, mais il y a quand même des passages un peu plus difficiles que d'autres. Et dans ces moments-là, je me dis, toi, tu as choisi d'être là. Tu as choisi volontairement de te mettre dans cette difficulté et ta vie n'est pas en jeu, sauf à prendre des risques inconsidérés. Mais les gens que tu soutiens au travers de cette aventure, eux, ils n'ont pas le choix. Et ils vivent dans des conditions difficiles pour survivre. Et ça me motive pour continuer. En fait, c'est aussi eux qui te soutiennent moralement dans cette aventure, par le fait que tu leur dois d'aller au bout. Absolument. Bon, moi, dans mes aventures, que j'y arrive ou pas, ça ne changera rien pour eux. Enfin, peut-être un peu moins de financement. Mais c'est vrai que leur situation et leurs besoins est pour moi un moteur et une motivation supplémentaire dans mes aventures. Marc, je te remercie. Bon vent en Israël. Hein, enfin, bon vent. Bon sentier en Israël. Merci. Allô la planète. Vous embarquez ? Allô la planète. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. Tu veux rejoindre l'équipage d'Allô la planète ? Eh bien, intègre l'équipe des bénévoles pour la Joyeuse Escale 2023. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allô la planète. Hello. Hola. Hello. Ciao. Joyeuse Escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allô la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022. De la web radio Allô la planète. Il a une très bonne énergie, très fraîche, très directe. Voilà, ça passe très bien. Alors je vais vous faire un autre morceau avec le Weissenborn. Je crois que ça va être le dernier avec celui-ci. Ce morceau, je l'ai composé pile quand on s'est installé ici avec ma chérie en Ardèche, donc il y a 3 ans. Il y a 2018, il y a 4 ans. Merci. Ce morceau s'appelle Things to Say, des choses à dire. C'est un morceau qui parle tout simplement de aujourd'hui, on a tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous un avis sur tout. Et on ne peut pas s'empêcher. Et c'est un truc de fou. Et des fois, tu ne demandes rien, mais tu obtiens des avis. Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce concert ? Parce que je vous ai vu, vous étiez à fond tout devant. C'était excellent, c'était plein de rythme, plein de vie. Il a un talent fou. C'est un véritable artiste, il a un talent fou. Donc voilà. Ouais, très vivant et puis une bonne tête. Mais ouais, une super tête, il est vachement sympa. Mais ouais. C'est le style de musique que vous écoutez généralement ? J'écoute de tout, toi Linda, moi j'écoute de tout, vraiment de tout. Et ça c'est excellent. Après c'est son énergie et le fait que ce soit des compositions et que voilà, il est très, très présent et il donne beaucoup. Donc c'est un beau moment, un beau partage. Arrêtons de parler juste comme ça, sans s'arrêter.
remplissons nos cœurs d'amour et de respect envers ce qui est autour de nous. Et puis après, peut-être qu'on aura des choses meilleures à vivre. Voilà, un petit morceau qui s'appelle Dix C. Chouette musique, super musicien. Et le rythme, la joie, la vie. Allô la planète, vous embarquez? Allô la planète. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. Voyageurs, auteurs ou réalisateurs, proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo photo pour l'édition 2023 de la Joyeuse Escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival, puis Contact Info. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allô la planète. Auteur. Interview. Réalisateur. Interview. Donc moi c'est Mathis alias Tortuga sur les réseaux et je suis donc créateur de contenu notamment sur YouTube, donc réalisateur de films d'aventure sur les réseaux sociaux donc. Réalisateur de films d'aventure, mais de films d'aventure dont tu es l'acteur principal. C'est ça, donc on peut dire en fait, j'aime bien dire aussi apprenti aventurier, peut-être aventurier donc en devenir et réalisateur de films parce que du coup je pars jamais à l'aventure sans ma caméra. C'est pas une contrainte importante ? En termes de poids, en termes de déroulement du voyage, en termes de logistique tout simplement? Alors effectivement, ça fait partie pour moi de l'aventure, c'est-à-dire que pour moi l'aventure c'est partir aussi avec son matériel de vidéo parce que je suis passionné de captation aussi vidéo et que j'ai aussi cette envie de partager par mes films ce que je vis. Et donc effectivement ça rajoute le poids, ça rajoute beaucoup de contraintes par rapport aussi à faire attention parce que c'est du matériel généralement qui coûte cher. Le poids c'est quand même un gros plus parce que généralement on doit partir léger, alors avoir un drone, moi j'ai un GH5 qui pèse assez lourd avec plusieurs objectifs etc. Faut faire des concessions. Donc parfois, j'essaie de faire en sorte de pouvoir vivre, pouvoir dormir dans des refuges pour essayer de ne pas avoir mon matériel de bivouac quand je veux vraiment faire un film qualitatif. Et puis à l'inverse, si je pars vraiment à l'aventure comme quand je suis parti traverser l'Islande, je vais privilégier du matériel beaucoup plus léger, des GoPro, des caméras action. Et comme ça, je vais pouvoir aussi prendre ma nourriture et mon matériel de bivouac. Qu'est-ce qui t'a amené vers le voyage ? Alors, ce qui m'a amené vers le voyage, je pense que, en fait, de base, mes parents, mon entourage n'est pas du tout aventurier, n'est pas du tout, ne fait pas partie de ce monde de l'aventure. Et le jour où j'ai vraiment découvert le voyage, c'était quand je suis parti en Erasmus avec mes études. J'ai vécu pendant plusieurs mois en Finlande et j'ai découvert en fait une nouvelle culture, de nouveaux paysages grandioses. Et je suis tombé amoureux avec ce changement. Et je me suis toujours dit que j'allais repartir. Et la vie de tous les jours, la vie parisienne de base, d'où je suis, m'a toujours retenu. Et il y a toujours beaucoup de choses qui se passent dans la vie qu'on fait qu'on retarde. Bonne raison de pas partir. Voilà, c'est ça, tout le temps. Et donc à un moment, j'ai dit stop. Le moment où la société qui entre guillemets me poussait à terminer mes études et me poussait à travailler un travail classique, dès que j'ai eu cette année de liberté à la fin de mes études, où j'avais enfin du temps pour moi, je me suis dit là, c'est le moment où il faut que je parte. Et je suis parti justement avec ma caméra, parce que j'étais déjà passionné de vidéo à l'époque, avec mon Canon 7D, je me rappelle, un gros boîtier, un gros bébé. Je suis parti avec mon meilleur ami en Amérique latine. J'avais beaucoup d'appréhension. Quand on m'a dit viens on part en Amérique latine, c'était pas mon idée.
et en sac à dos, etc. Pour moi, c'était les pays du cartel, de la drogue, j'allais venir, j'allais jamais rentrer, tout ce qu'on peut voir un peu autour. Et en fait, ça a été encore une fois un coup de foudre avec ce changement d'atmosphère total. Et en fait, ce qui devait être un voyage d'1 mois s'est transformé en un voyage en 1 an autour du monde. Et j'ai récolté plein d'images de ces voyages. Et en rentrant, j'ai commencé à les diffuser sur YouTube en me disant y en a qui arrivent à vivre de ça, pourquoi pas moi. Et puis au cas où, si je veux retrouver un job en rentrant, ça va être aussi l'opportunité de pouvoir montrer que j'ai pas fait que chiller sur une plage en Thaïlande. Et puis ça a bien marché sur YouTube, donc je me suis pris au jeu et me voilà aujourd'hui avec des contenus beaucoup plus longs qu'avant, avec des vrais films que petit à petit j'essaie de proposer à des festivals hors YouTube. Qu'est-ce que tu veux montrer dans ces films ? Est-ce qu'il y a une part de militantisme pour prouver que le voyage c'est accessible à tous ? Est-ce qu'il y a juste de relater un voyage ou le témoignage ? Je pense que pourquoi j'ai commencé à partager donc des vidéos, des vidéos sur les réseaux, c'était d'abord la partie narrative. Donc le fait j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire et beaucoup écrire. Et le fait de pouvoir écrire mes films et ma narration, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et les images en fait viennent quasiment après. C'est-à-dire que c'est une histoire que j'ai envie de raconter par rapport à mes aventures. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que mes voyages s'apparentaient de plus en plus à de l'aventure, parce que je sortais de plus en plus des sentiers battus, plus je gagnais en expérience. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai depuis tout petit j'ai toujours vu l'aventure comme quelque chose d'inaccessible, comme quelque chose de... Seuls les dieux sur Terre pouvaient le faire. Et je me suis rendu compte que moi, par mes aventures, en fait, c'était pas du tout vrai, que c'était un peu un mythe qu'on essayait vraiment de conserver, ce mythe de l'aventurier inaccessible. Et je pense que c'est ce qui plaît, c'est qu'on me voit toujours galérer dans mes aventures et on voit que je suis pas de base quelqu'un qui est né là-dedans et qui quand même arrive à s'en sortir et faire des choses plutôt incroyables pour certains. Et c'est ce que de plus en plus j'essaie de prouver, en fait, que l'aventure n'est pas réservée à Mike Horn et aux grandes élites, que tout le monde peut partir dépasser ses limites et qu'on se sous-estime beaucoup trop. C'est quoi pour toi la définition du voyage et de l'aventure ? Ta définition à toi ? Ma définition de l'aventure, en fait, c'est une très bonne question parce que j'ai beaucoup de commentaires très positifs, mais j'ai quand même des commentaires moins positifs qui viennent me voir en me disant mais tu te dis aventurier, c'est pas ça être un aventurier. Moi j'ai mon frère, mon mari qui a fait ça c'est de l'aventure, toi c'est du tourisme. Pour moi l'aventure c'est propre à chacun. Quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui, sortir de chez lui et faire quelque chose de nouveau, c'est une aventure. Donc pour moi l'aventure c'est se lancer un défi, sortir de sa zone de confort, donc on l'entend beaucoup mais c'est vrai, c'est sortir des choses dans lesquelles on est habitué, faire quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va en fait vous demander de vous surpasser. C'est pas quelque chose qui va être naturel parce que c'est quelque chose qui justement une action qui va dépasser ce que normalement vous êtes le cadre habituel et donc au début c'est pas très confortable et finalement on en revient avec une grande fierté et on se prouve à nous-mêmes qu'on peut peut-être aller encore plus loin et pour moi c'est ça l'aventure, c'est de sortir de cette zone de confort. Et alors qu'est-ce qui va faire qu'on va oser ? Je pense que la première fois qu'on ose, c'est comme moi, c'était une opportunité ou un hasard qui nous, comme l'Amérique latine ou comme l'Erasmus, c'est quelque chose qui de base était presque pas imposé, mais qui faisait partie du cursus de ma vie de base, qu'on m'a choisi entre guillemets. Et cet hasard, cette opportunité a fait que je me suis rendu compte que de sortir de cette zone de confort, ça m'avait fait grandir. Et c'est à ce moment-là où on a le déclic et qu'on se dit, je l'ai fait. C'est un peu comme la personne qui n'achètera jamais son saut en parachute ou sauter d'un pont, parce que c'est flippant, personne ne veut vraiment sauter d'un avion. Mais le jour où on vous l'offre, je pense que quand vous le faites, vous l'avez fait et vous êtes tellement fiers d'avoir fait. Je pense que vous avez rencontré tellement d'émotions nouvelles que ça devient un peu une drogue et que vous voulez aller encore vous surpasser après et continuer. Bon, le saut en parachute, c'est quand même quelque chose de... pas le meilleur exemple, mais voilà. Et tu penses que tes films ont permis à quelques-uns d'oser ? Oui, effectivement. Par exemple, j'ai découvert que dans le festival, il y avait un autre créateur qui avait donc fait le film sur la Via Alpina.
et donc on s'est rencontrés. C'est quelqu'un qui me suit depuis mes débuts et qui, grâce à mes films, en fait, s'est lancé dans l'aventure de lui-même créer des films, de partir à l'aventure et de faire ses films. Et il m'a d'ailleurs envoyé un super message sur Instagram que j'ai vu et qui m'a beaucoup touché en me remerciant d'avoir créé ce contenu et que ça l'avait aidé à se surmonter. Et puis c'est incroyable parce que du coup, maintenant, lui aussi participe à des festivals et propose ses films dans les festivals, comme ici. C'est donc une réussite pour toi? Ah oui, c'est une grande réussite. Et pour moi, les plus grandes réussites, c'est quand j'ai justement des magnifiques histoires comme celle-ci. La plus belle histoire que j'ai eue, c'était sur mon film en Islande. Il y a une fille qui m'a envoyé un message un jour sur Instagram en me disant merci Mathis. Je lui dis pourquoi. Et elle me dit en fait, grâce à ton film, ça m'a poussé, ça m'a donné envie d'aller en Islande randonner. Et en fait, j'ai rencontré un garçon là-bas qui avait vu aussi ton film pour les mêmes raisons, était parti aussi en Islande. Et ça fait maintenant 1 an qu'on est ensemble, en fait, un peu grâce à ton film. Et je dis c'est incroyable. Du coup, en fait, je fais un film pour le plaisir et pour le fait le côté narratif et le côté production de film. D'abord, c'est moi que j'ai envie de faire plaisir. Et en fait, je me rends compte que ça touche des gens et que ça change un peu la vie de certaines personnes. Donc c'est quand même une très belle réussite. Ouais. On va en rester sur cette note positive. Je te remercie de nous avoir accordé cette interview et puis bon vent. Hein. Merci Bruno et à très vite j'espère. À bientôt. Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète.